Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire santé. Je suis Elia Loato, responsable de prévention à la Mutualité française Occitanie. Je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. La Mutualité française, en tant qu'acteur de prévention, vous propose ses actions en ligne qui abordent des thématiques variées. Bonjour Audrey, et je vous laisse la parole et vous remercie d'avance pour votre intervention. Bonjour à tous, donc je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui sur les allergies. Donc juste, je me présente, donc je m'appelle Audrey Nanglemont de Tassigny, je suis pharmacienne. J'ai deux activités, donc pharmacienne en officine, ce qui est d'assez classique pour une pharmacienne, et également j'ai une activité de consultante en prévention santé, donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens auprès de la Mutualité française. Donc aujourd'hui, on a choisi d'aborder le sujet des allergies. Alors c'est un sujet qui est très vaste, parce que vous allez voir, on va essayer de balayer rapidement les types d'allergies et on va s'intéresser principalement à celle qui concerne beaucoup de personnes actuellement, qui est l'allergie saisonnière. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, c'est une problématique qui est donc en constante augmentation, puisque toute allergie confondue, on est à peu près à une personne sur trois qui va être concernée au cours de sa vie. Donc des fois c'est sur de nombreuses années, des fois ça peut être un épisode allergique qui disparaît et puis tout finit par aller mieux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on devient allergique. Je vois au comptoir, j'ai quand même un certain nombre de patients qui arrivent et qui me disent ben, je ne comprends pas, j'ai jamais été allergique à quoi que ce soit. Et là, ça devient absolument très invalidant. Ben, d'où ça vient? Ça vient tout simplement du fait que votre organisme va avoir un système immunitaire qui va être un peu perturbé. Et ce système immunitaire qui vous défend contre des substances, tout d'un coup va être chamboulé. Et certaines substances qui sont normalement inoffensives vont lui apparaître comme un agent pathogène et donc il va se défendre contre cet agent dit pathogène et créer donc ce phénomène qu'on appelle l'allergie. On retrouve un peu le même principe dans tout ce qui est maladie auto-immune, où en fait votre système immunitaire va se défendre contre certains organes qui normalement ne doivent pas poser de soucis. Donc ce système immunitaire, il est fondamental puisqu'il nous permet de nous battre contre plein d'agents pathogènes et de bactéries, de virus, mais des fois, il s'emballe et puis il s'agace sur certaines substances qui normalement devraient être bien tolérées. Donc aujourd'hui, on a référencé en gros 5 types d'allergènes. Donc vous avez les allergènes respiratoires, vous avez les allergènes alimentaires, les médicaments qui peuvent être considérés dans certains cas comme des allergènes puisqu'ils peuvent être source d'allergie. On retrouve également les allergènes de contact et tout ce qui concerne les venins d'hyménoptères. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc les allergènes respiratoires, on va les appeler les pneumallergènes, c'est-à-dire que ce sont des choses qui vont être inhalées. Donc là, je pense que beaucoup d'entre vous peut-être vont comprendre de quoi je parle. Donc ça peut être pour les plus connus, ça peut être des acariens, ça peut être les pollens, ça peut être des moisissures, les poils de chat. Voilà, tout ce qui en fait va être inhalé va être reconnu comme des agents pathogènes par le système immunitaire et va entraîner donc des phénomènes d'inflammation, de nez qui coule, des yeux qui pleurent, etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec les changements climatiques, eh bien, les gens qui sont sensibilisés à ce genre de problématiques, le nombre est en pleine croissance. C'est l'allergie la plus commune. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a à peu près un enfant sur 5 qui va être concerné. Et à
à peu près un tiers des adultes. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Et là, lorsqu'arrive le mois de février, mars, ben, on commence, là, nous, on est en plein boom au niveau des allergies à la pharmacie et on voit vraiment les gens arriver, venir chercher leur antihistaminique, enfin, bon, les petites choses dont on va parler après en termes de solutions. Après les allergènes respiratoires, on va trouver tout ce qui est allergènes alimentaires. Alors, on les appelle les trophallergènes. Donc, c'est tout ce qui va être ingéré et qui va se retrouver au niveau digestif. Donc, il faut savoir que même si certains aliments ont plus tendance à créer des allergies, tous les aliments peuvent créer des allergies. Bon, principalement, on va retrouver tout ce qui est lait de vache. Ça, on le voit très fréquemment chez les bébés qui développent de l'eczéma. Ben, pour beaucoup, on s'aperçoit qu'il y a une intolérance ou une allergie aux protéines de lait de vache et donc ben, le fait de les passer sur des laits sans protéines de lait de vache permet d'améliorer de façon notable ces poussées d'eczéma. Il y a également les œufs, les arachides, les poissons, fruits de mer, le blé, certains fruits, les fruits exotiques, les fruits à coque, certains légumes comme le céleri. Donc ça, on en a tous plus ou moins entendu parler. Ce qui est important de bien comprendre, c'est également le principe des allergies croisées. J'y reviendrai après avec le latex, mais on trouve des allergies croisées, c'est-à-dire que si je suis allergique au pollen, eh bien, il faut que je fasse attention parce que je peux être à même de développer une allergie alimentaire. Donc souvent, ce sont des aliments qui vont faire partie de la même famille. Par exemple, quand je suis allergique, donc là l'exemple que j'ai pris, c'est au bouleau, bien, on va se rendre compte que tous les fruits issus des arbres ou de la famille des plantes des rosacées, comme les pommes, les pêches, les cerises, etc., seront susceptibles de créer une allergie. Donc ça, c'est important de comprendre qu'en fait, quand on commence à être allergique, eh bien, il faut faire un petit peu attention à tous les signes précurseurs de réaction de l'organisme au travers de ben, ce que je vais manger, ce que je vais me passer sur le corps, ce que je vais toucher. Dès que ça crée une petite inflammation, une démangeaison, il faut voilà, être vigilant par rapport à ça parce qu'on peut être concerné par ces allergies croisées. Donc, vous voyez que je vous disais que l'allergie respiratoire est beaucoup plus importante que le reste des allergies. Et effectivement, là, on a 8% des enfants qui vont être concernés par des allergies alimentaires et 10% des adultes. Des fois, on peut avoir juste une allergie ponctuelle. Je mange quelque chose, je fais une réaction, un urticaire. Et puis, en fait, bah, le phénomène ne se répète pas. Donc, c'est vraiment un phénomène un peu isolé où je vais peut-être avoir un peu de rougeur, un peu de démangeaison, mais rien de très grave. Par contre, il faut faire également attention parce que ça peut, les allergènes alimentaires peuvent créer également ce qu'on appelle des chocs anaphylactiques. Donc, c'est l'anaphylaxie. Et là, c'est beaucoup plus ennuyeux quand même. Il peut y avoir des œdèmes de Queen. Donc, ça, c'est le plus grave en fait. Vous avez des difficultés de respiration, la gorge qui gonfle, la langue qui gonfle. Et donc là, c'est vraiment une situation d'urgence qu'il faut prendre en charge immédiatement. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure les possibilités qui s'offrent à nous. Après ces allergènes donc alimentaires, on trouve les médicaments. Donc les médicaments, il y a certaines classes qui sont un petit peu plus concernées. Donc on va retrouver les antibiotiques. Donc les antibiotiques, souvent les allergies se manifestent par un urticaire. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est l'urticaire. On va retrouver également des anti-inflammatoires, les non-stéroïdiens qui sont concernés. Alors, les curares qu'on utilise en anesthésie, mais bon, heureusement, ça c'est de mieux en mieux maîtrisé. Et il y a également tout ce qui est
tout ce qui est produit iodé. C'est pour ça que lors d'examens, quand les médecins vous prescrivent par exemple de la bétadine scrub pour une douche avant l'intervention, à la pharmacie, on vous demande souvent si vous n'êtes pas allergique à l'iode. Voilà, c'est des précautions. Si vous devez faire un examen avec une injection de produits iodés, ben c'est pareil. En général, on vous pose la question avant parce que c'est toujours mieux de le savoir avant de vous injecter un produit qui vous ferait réagir de façon problématique. Donc après les médicaments, on retrouve les allergènes de contact. Donc là, on va retrouver des métaux, le nickel, le chrome. Donc là, il faut faire attention principalement dans tout ce qui est bijoux fantaisie. Par exemple, les boucles d'oreilles, où en fait, ça peut créer une inflammation au niveau du trou. Où vous mettez ou alors au niveau des bagues, des bracelets. Donc ça a fini par créer une inflammation et une irritation. Il y a également toutes les allergies liées au parfum. Donc là, bien sûr, on imagine bien que ça va concerner les parfums, mais les personnes qui ont tendance à faire de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des choses comme ça, il faut être très méticuleux sur ce que vous allez utiliser et toujours regarder la composition. C'est-à-dire que il faut toujours que vous alliez chercher le petit mot parfum. Donc, si il est en tout début, au niveau des ingrédients, en tout début, ça veut dire que c'est un produit dans lequel il y a du parfum en grande quantité. Si vous l'avez dans les derniers ingrédients, c'est qu'on se rapproche plus des traces. N'empêche que si on est allergique, il faut absolument prendre des cosmétiques sans parfum. On retrouve également des allergies qui sont relativement fréquentes au latex. Donc le latex, bon bien sûr, ça concerne les préservatifs, donc ça c'est important. Il y a toute une gamme de préservatifs qui sont arrivés sur le marché sans latex et c'est bien précisé dessus sur le packaging. Attention également aux soignants, par exemple, qui présenteraient ce genre d'allergie. Donc souvent, ça fait une allergie de contact, un petit eczéma entre les doigts. Et donc là, pareil, il vaut mieux prendre des gants en vinyle plutôt que des gants en latex. Et là, on retrouve exactement la même problématique que pour l'allergie au pollen, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement être concerné par des allergies croisées. Donc, les gens qui sont allergiques au latex peuvent se retrouver plus sensibles à certains aliments. Donc, je vous ai mis quelques exemples là, la banane, l'avocat, le kiwi, la châtaigne. Alors, c'est pas systématique, hein, mais on retrouve également la même problématique au niveau des antibiotiques. Il y a certains antibiotiques qui donnent des allergies et à ce moment-là, on fait attention parce qu'il peut y avoir des allergies croisées. Donc ça, vous avez pas forcément la main dessus, mais le médecin, lui, connaît ce genre de choses et il y a un relais après qui est pris à la pharmacie pour faire un double contrôle. Donc après avoir vu les... Ah oui, non, j'ai oublié le venin d'hyménoptère. Donc ça, c'est tout simplement la réaction que vous allez avoir lorsque vous faites piquer par une abeille, une guêpe, un frelon. Donc là, on retrouve la même problématique que pour l'allergie alimentaire, c'est le choc anaphylactique. Donc je répète que c'est vraiment une situation d'urgence. Donc sur les gens on fait tous une allergie à ces venins-là, mais fréquemment, ça va être par exemple une main qui gonfle, une main qui brûle, une main qui gratte. Là où il faut faire vraiment attention, c'est si on commence à avoir la gorge qui gonfle, la langue qui gonfle, même si on se fait piquer sur une autre partie du corps, des difficultés de respiration. Là, c'est urgence. Pour le reste, je vous expliquerai comment le prendre en charge tout à l'heure. Donc, après les allergènes, nous allons aborder donc les différentes maladies allergiques. Donc, on va retrouver l'asthme allergique,
la rhinite et la conjonctivite allergique concernent du coup, qui commence à concerner beaucoup de patients actuellement. Et puis, on va expliquer un petit peu l'urticaire, la dermatite atopique et surtout voir un petit peu la différence. Donc, on va commencer par l'asthme allergique. Alors, l'asthme allergique, tout ce qui est phénomène allergique, en fait, on va retrouver un petit peu la même problématique. Ça va être toujours une inflammation. Donc là, il va y avoir une inflammation au niveau un peu bronchique. Donc, on va avoir une respiration qui va être difficile, une toux persistante. Ça peut être une toux irritative. Des fois, on a des toux aussi grasses parce qu'il y a une exacerbation au niveau des sécrétions. Il y a un rétrécissement au niveau des petites bronchioles, donc les gens vont avoir une respiration un peu sifflante qu'on retrouve dans l'asthme et cette sensation d'oppression. Il faut savoir que, contrairement à l'allergie saisonnière qui augmente de façon assez significative, l'asthme allergique a tendance à diminuer, sauf chez les petits. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'améliore en fait, un petit peu comme l'eczéma d'ailleurs. Souvent les enfants y sont confrontés et puis finalement en grandissant les choses s'améliorent. On trouve pas mal d'enfants sous Flixotide, sous Ventoline. Et puis finalement, les choses finissent par s'améliorer en grandissant. Juste parce que je vous aborde l'idée de la ventoline et du flixotide ou du sérétine, hein, c'est tous les corticoïdes par voie respiratoire. Si le médecin vous prescrit de la ventoline et un corticoïde par voie respiratoire, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Si on veut vraiment avoir une efficacité du traitement et pouvoir mieux respirer, eh bien, il faut respecter ce conseil-là. Prenez toujours votre ventoline avant le corticoïde. Pourquoi? Parce que la ventoline, en fait, elle ne va pas du tout vous soigner. La ventoline, elle va faire quoi? Elle va juste permettre aux bronches et aux bronchioles de s'ouvrir. Parce que si tout est constricté, mais les corticoïdes, ils vont pas pouvoir bien descendre pour aller réduire cette inflammation. Donc, en fait, d'ouvrir avec la ventoline, vous ouvrez avec la ventoline, vous attendez un quart d'heure, 20 minutes, et après, vous prenez votre corticoïde. Et là, ça va permettre vraiment d'aller réduire l'inflammation jusqu'aux toutes petites bronchioles. Ce qui est important aussi pour ces corticoïdes inhalés, c'est de se rincer la bouche. Alors que vous le fassiez en aérosol ou en spray, vous rincez la bouche et si vous faites des aérosols de corticoïdes, vous passez un gant ou un chiffon mouillé sur le visage. Pourquoi? Parce que les corticoïdes peuvent entraîner des mycoses sur les muqueuses concernées. Donc ça, c'est important. C'est important de le faire aussi chez les tout petits qui sont souvent sous aérosol plus que corticoïdes inhalés parce que c'est quand même moins pratique à leur installer. Ensuite, nous allons voir donc les métiers à risque qui concernent cet asthme. Ça va être tous les métiers qui vont en fait confronter les gens les professionnels à l'inhalation de produits. Donc, par exemple, on va retrouver tous tous les métiers de la boulangerie où en fait les professionnels vont inhaler de façon répétée et quotidienne tous les allergènes des farines, donc du blé, et également ces petites bêtes qu'on retrouve dans les matelas dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les acariens. Donc ça, c'est une inhalation passive dont on ne s'aperçoit absolument pas. Et par rapport à ça, il y a des conseils d'hygiène dont je vais vous parler après pour la rhinite allergique qui s'appliquent à l'asthme allergique également. On va retrouver les professionnels de santé
qui se retrouvent aussi amenés à inhaler des produits qui manipulent au quotidien, les coiffeurs, les peintres avec les solvants. Alors même si aujourd'hui on a fait beaucoup d'efforts en termes de composition au niveau des peintures, sur tout ce qui est peinture professionnelle, qui sont censés plus tenir, ben forcément il y a des produits qu'on inhale qui sont pas extrêmement favorables aux voies respiratoires. Il en est de même pour les agents d'entretien et au même titre que les boulangers, on retrouve les travailleurs du bois, donc les menuisiers, les ébénistes, qui se retrouvent à respirer de façon quotidienne ces poussières-là. La rhinite allergique, donc je vous l'ai dit, grand sujet du moment. Donc là, on va avoir une inflammation. Je vous expliquerai d'où vient cette inflammation un petit peu plus tard dans la présentation. On a une inflammation un peu générale. Donc on va avoir une inflammation de toute la sphère haute. L'asthme allergique qui concerne la sphère basse, donc tout ce qui est bronches, bronchioles. Là, on est sur la sphère ORL haute. Donc ça va être principalement le nez et les yeux. Donc, la muqueuse nasale, au même titre que la muqueuse oculaire, va être inflammée. Ce qui va entraîner quoi? Tantôt un nez qui va couler comme une fontaine et qui va également pouvoir se boucher. Alors, souvent, on retrouve un nez bouché la nuit et surtout au réveil. Et puis, le reste de la journée, souvent, ça coule comme une fontaine. On éternue, on se frotte le nez, on a des démangeaisons, enfin voilà, toute la triade de la rhinite allergique. Et au niveau de la conjonctivite allergique, qui n'est pas une conjonctivite bactérienne, donc là, je vous expliquerai aussi ce qu'on peut y faire. Il n'y a pas forcément besoin d'antibiotiques, de collyre antibiotique, parce qu'on n'est pas forcément sur de l'infection. Après, des fois, on voit des conjonctivites allergiques qui finissent par s'infecter parce qu'on a les yeux rouges, on a les yeux qui pleurent, on a les yeux qui grattent, donc on finit par se frotter avec des mains qui ne sont pas forcément propres. À force de se frotter, on peut abîmer un petit peu la cornée, la conjonctivite, et du coup entraîner une surinfection. Donc là, effectivement, dans un second temps, on peut avoir une prescription de collyre antibiotique, mais dans un premier temps, c'est absolument pas la prise en charge. Ensuite, le troisième type de pathologie, donc ça va être l'urticaire ou la dermatite atopique. Donc l'urticaire, ça va être assez facile. C'est une maladie qui va arriver de façon soudaine. C'est-à-dire, par exemple, alors ça a été mon cas, je mange un fruit de la passion et pourtant j'ai absolument aucune allergie à tous les autres fruits exotiques. Alors, le fruit de la passion, ça passe pas du tout. Et donc, vous avez au bout alors, ça peut être immédiat, ça peut être au bout d'une heure, vous avez en fait des plaques rouges qui apparaissent sur certaines zones ou sur tout l'organisme avec des démangeaisons. Ça, c'est vraiment la caractéristique de l'urticaire. Apparition soudaine, des plaques qui sont gonflées, qui sont rouges et qui grattent. Ça peut durer quelques heures, ça peut durer plusieurs jours. Donc ça, c'est pareil, ça dépend de l'étendue. Des fois, ça va être juste sur le torse. On trouve également ça avec certains antibiotiques. Et ça peut prendre tout le corps, ça peut être présent aussi sur l'ensemble des muqueuses. Ça peut attaquer les muqueuses au niveau de l'oreille, du nez, les muqueuses intimes. Enfin voilà, il peut y avoir une répercussion vraiment générale sur l'organisme. Et puis ça peut être relocalisé. La dermatite atopique, c'est différent. C'est une maladie qui arrive petit à petit. Ça va être ce qu'on considère être une maladie chronique. Donc avec des poussées, ça s'installe petit à petit dans le temps. Et puis chronique, ça veut dire que ça dure. C'est pas quelques jours, ça dure. Donc il y a des moments où ça va être très inflammatoire. On va traiter la crise.
ça va diminuer, ça va finir par disparaître et ça va finir par revenir. On y trouve principalement l'eczéma. Donc, ça fait l'eczéma et le psoriasis, ça fait donc l'une des deux peut donner des plaques sèches qui desquament. Dans l'autre, ça sera juste sec. Donc voilà, ça peut persister quelques semaines, mais plusieurs années. Donc cette maladie, elle touche surtout les enfants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En général, elle régresse. Elle régresse très bien. Après, il y a des enfants qui sont sacrément touchés et puis à l'âge de 6, 7, 8 ans, ça finit par disparaître. Et on retrouve certains adultes qui sont toujours concernés. Donc ça, ce sont des profils souvent qui sont concernés par une certaine hérédité allergique qui fait qu'ils ont un organisme qui suragit et qui garde ça un peu toute leur vie. Donc les phénomènes, les mécanismes de l'allergie. Alors ça, c'est intéressant. Il faut bien comprendre qu'il y a deux phases. Donc, je vous ai mis un petit croquis. Les slides d'après, je passerai très rapidement parce que ça reprend juste cette explication-là. Donc, l'allergie, il va y avoir deux phases. Il y a la première phase qu'on appelle la phase de sensibilisation et la phase allergique. La phase de sensibilisation, c'est un peu traître parce qu'en fait, elle est silencieuse. Donc, c'est la partie du haut que vous avez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre allergène, donc ça peut être quelque chose que vous avez avalé, quelque chose que vous avez respiré. Cet allergène, donc, rentre dans l'organisme. Il va aller activer les premières cellules du système immunitaire qu'on appelle les macrophages. Donc, le macrophage va phagocyter cet allergène. Et ça va créer en fait une information, le macrophage va envoyer une information à une autre cellule du système immunitaire qu'on appelle les lymphocytes B. Bon, il y a plusieurs types de lymphocytes, mais là c'est le B qui est concerné. Ce lymphocyte B, il reçoit le message du macrophage qui lui dit attention, il y a quelque chose de bizarre qui est rentré dans l'organisme, il va falloir qu'on se prépare à se défendre. Et donc, en gros, il dit au lymphocyte B, essaye de préparer des petits soldats pour nous défendre. Donc, ce lymphocyte B, qu'est-ce qu'il va fabriquer? Il va fabriquer des anticorps. Donc, ces anticorps, on les appelle les IgE, ce sont des immunoglobulines, des protéines. Ces protéines, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller se fixer sur un troisième type de cellule du système immunitaire qui s'appelle le mastocyte, les mastocytes. Donc, l'allergène est reconnu par le macrophage qui lui envoie une information au lymphocyte B. Attention, attaque, préparons nos soldats. Donc, les lymphocytes B, eux, ils vont fabriquer les soldats qui vont transmettre au mastocyte et qui, lui, va s'en emparer. Il va s'entourer de tous ces petits soldats pour en faire une espèce d'armure. Donc là, vous ne ressentez rien, il ne se passe rien. Quand vous allez être de nouveau en contact avec cet allergène, qu'est-ce qui va se passer? L'allergène va rentrer. Le mastocyte, lui, il a toute son armée autour de lui qui est prête à bondir. Les allergènes, eh bien, eux, ils vont être reconnus par les petits soldats, les IgE. Donc, ces allergènes vont se fixer sur les IgE et c'est là que la réaction allergique va se passer. Quand les allergènes se fixent sur ces soldats, sur les IgE, eh bien, en fait, les mastocytes vont libérer de l'histamine et des facteurs inflammatoires. Donc, les facteurs inflammatoires, on va retrouver des interleukines, des cytokines,
enfin, plein de molécules. Bon, les noms, c'est un peu barbare, ça va pas trop vous parler. L'histamine, ça va vous parler parce qu'en fait, on a des solutions qu'on appelle antihistaminiques, donc ça, en gros, tout le monde connaît. Et donc, ce sont toutes ces substances qui vont être libérées dans l'organisme, qui vont créer ces phénomènes inflammatoires, ces plaques rouges, ces démangeaisons, ces yeux qui coulent, ces yeux qui piquent, voilà, tout ce phénomène-là. Donc là, on va pouvoir passer, voilà, la phase de sensibilisation, on passe, j'en ai parlé. La réaction allergique aussi, j'en ai parlé. Ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que effectivement, si on a toute une famille qui a des intolérances alimentaires, des allergies aux poils de chat, qui a une prédisposition donc génétique avec une exacerbation de la production d'IgE, et ben forcément, nos mastocytes, ils vont être suractivés quand ils vont être en contact avec l'allergène. Et tout ça, ça nous prédispose à être allergique. Quelqu'un qui aura de l'eczéma, il aura forcément toujours beaucoup plus tendance à être beaucoup plus allergique au pollen, par exemple. Et il faut savoir que le pollen, les allergies au pollen en général, c'est une plaie parce qu'en fait, ben, les gens qui sont sensibles, ils sont embêtés. Alors, ça dépend de quel type de pollen, mais ça concerne quasiment toute l'année. Les premiers pollens qui apparaissent, ce sont ceux du cyprès qui apparaissent au mois de janvier. Alors après, vous avez différentes floraisons, donc en fonction, vous pouvez être concerné par plusieurs types de plantes. Et les graminées, eux, ça dure jusqu'à fin septembre, début octobre. Donc vous voyez que l'allergie saisonnière, elle couvre la période de janvier-février jusqu'à septembre-octobre. Bon, ben forcément, si déjà j'ai un terrain où j'ai tendance à avoir des allergies alimentaires, à faire de l'eczéma, et bien sur toute cette période-là, c'est fort probable qu'à un moment donné, je sois embêtée par ben, soit les graminées, soit les pollens de cyprès, de bouleau, de voilà. Donc, ça, je vais passer un petit peu rapidement. Lorsque on est ennuyé par quel que soit le type d'allergie, euh, en général, c'est souvent alimentaire et ou allergie saisonnière. Eh bien, en fait, on va s'orienter, bon, en premier lieu, souvent c'est à la pharmacie, puis on s'oriente vers le médecin généraliste et on finit souvent chez l'allergologue. Donc, l'allergologue, il a plusieurs possibilités. Il va avoir des tests cutanés. Alors, d'abord, il va passer par un interrogatoire, mais s'il veut vraiment pousser et savoir à quoi la personne est allergique, il va procéder à des tests cutanés. Euh, il va procéder à des tests de provocation et il peut s'appuyer également sur les examens sanguins. Donc, les tests cutanés, ça va être en fait sur, souvent c'est fait sur l'avant-bras. On vous injecte en fait des toute petite quantité d'allergènes avec une piqûre à côté d'un produit témoin pour voir si ça réagit. Donc souvent c'est sous forme de carré. Là il y a des cases témoins et des cases test et ça permet de vous dire bah, tiens oui là vous avez réagi à ça. Vous voyez il y a une plaque rouge. Là non, là non. Et le fait d'avoir des témoins, ben, ça permet d'objectiver vraiment le résultat des tests un peu comme les TROD Covid ou angine, vous avez toujours une valeur témoin qui permet de valider si vous avez une barre positive sur le Covid ou sur l'angine et que la valeur test présente une barre, ben, ça veut dire que le test fonctionne. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les tests cutanés. Il peut éventuellement, alors c'est pas souvent fait parce que c'est quand même voilà des tests qui sont assez qui doivent se faire à l'hôpital parce qu'il peut y avoir des réactions. Il y a les tests de provocation. Donc là, on vous injecte vraiment l'allergène, soit de façon digestive, soit de façon cutanée, mais on n'est pas sur le petit test cutané. Donc
voilà, là c'est vraiment en général c'est fait à l'hôpital. Et on peut également aller tester justement la quantité d'IgE pour voir si vous avez sursollicité votre système immunitaire face à un type d'allergène. Donc ça permet de voir si vraiment il y a une réaction allergique. Les IgE, ça va pas vous permettre forcément de savoir contre quoi vous êtes allergique. Donc ça, on peut passer parce que je viens de l'expliquer. Ça également. Et celle d'après aussi. Non, pas celle-là. Celle-là, on y reste. Voilà. Donc, ce qui est important, parce que ça nous concerne, enfin ça concerne beaucoup de gens en ce moment, c'est l'allergie saisonnière. Alors, avant même de parler des traitements médicamenteux, avant même de parler des traitements au naturel, puisque je vais essayer d'aborder les deux sujets, il y a des choses toutes simples qui font partie du quotidien que vous devez faire. C'est ce qu'on appelle les bons gestes. Donc, la première des choses, ça va être d'aérer la maison, donc tous les jours, qu'on soit allergique ou pas, hein, de toute façon, c'est des choses qu'il faut faire. Mais ce qui est important de le faire, c'est de le faire au moment où on a le moins de risque d'être contaminé, enfin d'être en contact avec les pollens et les graminées. Donc, c'est de le faire le plus tôt possible. Alors, c'est difficile de mettre le réveil le dimanche pour aérer la maison le plus tôt possible, mais dans l'idée, c'est quand même ça. Ce qui est important aussi, et ça les gens n'y pensent pas forcément, c'est d'éviter d'étendre le linge dehors. Alors là, c'est vrai que quand on a, enfin, nous on est à Toulouse, donc il a fait grand beau aujourd'hui, on aurait peut-être envie d'aller étendre le linge dehors, mais en fait, c'est pas une riche idée parce qu'en fait, le vent, les allergènes, tout ça, ça va permettre de rentrer un linge qui sera bien chargé en pollen. Et du coup, lorsque vous mettrez vos vêtements, lorsque vous dormirez sur vos draps, vous allez vous retrouver à inhaler de façon un peu plus intense tous ces petits pollens. Donc ça, faites-y bien attention. Pour les gens, parce que je pense au linge de lit, qui sont allergiques aux acariens, pensez très régulièrement à changer les draps. Pensez à aspirer ou à nettoyer avec un nettoyeur vapeur à haute pression le matelas le plus souvent possible. Ça peut être fait des fois pour certains toutes les semaines. Et après, il existe aussi des bombes en fait anti-acariens. Donc tout ça, il faut bien le faire parce que c'est ce qui vous permettra d'éviter d'être le moins possible en contact avec ces allergènes, éviter la moquette, éviter ce genre de choses. Lorsque vous voulez aller vous promener aussi, prenez peut-être soin d'aller faire un petit tour sur Internet pour voir la charge pollinique qu'il y a dans l'air au niveau de votre région. Je vois aérer en fin de journée au passage. Oui, alors soit très tôt le matin, soit vraiment le soir, mais pas en pleine journée au moment où tout ça est bien ventilé. Souvent quand même, c'est mieux le matin parce qu'en fait, il y a eu la nuit. Souvent la nuit, il y a un peu de rosée, donc au final, ça finit par coller tous ces allergènes sur les végétaux et éviter qu'il y en ait trop dans l'air. Pensez aussi aux lunettes de soleil. C'est important pour éviter les risques de conjonctivite allergique. Des fois, il y a un petit peu d'air, on s'en aperçoit pas, c'est pas forcément gênant, sauf que du coup, ça met en contact votre conjonctivite avec les allergènes. Essayez de pas trop dormir avec la fenêtre ouverte ou alors vous fermez les volets ou vous changez le lit de place s'il est collé sous la fenêtre. Alors, une chose qui est un peu contraignante pour notamment les femmes, mais c'est très efficace, c'est de se laver systématiquement les cheveux le soir. Le soir, en fait, si on est très allergique, il faudrait se laver ou se rincer, pas besoin d'utiliser un shampoing chaque fois, mais se rincer les cheveux, bien
se laver les sourcils, bien frotter les sourcils et systématiquement se nettoyer le nez avec du sérum physiologique. On n'est pas forcément, si on n'a pas la rhinite, le nez chargé ou qui coule comme une fontaine, obligé d'utiliser des choses hypertoniques ou juste du sérum physiologique tout simple en hygiène. Déjà, ça, vous verrez que ça va énormément vous aider parce qu'en fait, les allergènes, le meilleur endroit pour eux, c'est tout ce qui est poils cheveux. Donc, dans le nez, on a des poils. Les sourcils, ce sont des poils. Dans les cheveux, ils se régalent. Donc, le soir, il faut tout nettoyer. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, vous allez vous coucher sur l'oreiller. Vous allez tout déposer sur l'oreiller, tout respirer. Et le matin, vous allez vous réveiller avec le nez complètement bouché. C'est pour ça que souvent, ça coule la journée. Et le matin, on se réveille avec le nez tout bouché. Donc, essayez de vous imposer au moins de nettoyer les sourcils et le nez. Et les cheveux, si on n'a pas cette possibilité-là, ben si, bon, les hommes, c'est pas très contraignant, je pense que ça peut être fait. Et pour les femmes qui ont les cheveux longs, au moins de les accrocher en chignon, en tresse ou dormir avec une charlotte. Donc voilà. Évitez aussi en pleine saison ben, de rouler avec les fenêtres grandes ouvertes ou de faire du vélo en plein milieu de l'après-midi quand le pic pollinique est un peu au sommet. Voilà pour tout ce qui est facile à faire. Alors là, on va aborder les traitements médicamenteux. Donc, je ne peux pas parler de tout. Donc, je vais essayer de vous faire une approche un petit peu simplifiée. Alors, avant tout, donc, on va retrouver les antihistaminiques, les corticoïdes, la désensibilisation. Et il y a une chose dont je voudrais parler aussi qui reprend ce que je vous disais tout à l'heure, qui est la solution d'urgence. La solution d'urgence, c'est la solution d'urgence au choc anaphylactique. Donc là, si on ne fait rien, le pronostic vital peut être engagé. Donc, qu'est-ce qu'on va injecter à la personne? De l'adrénaline. L'adrénaline, c'est quelque chose qui va, dans ce cas-là, se présenter sous forme de stylo. Donc, on retrouve l'anapène, l'épipène. En fait, ce sont deux stylos pré-remplis. Donc, il faut apprendre à manipuler avant, hein, forcément. Et que vous soyez allergique ou pas, c'est quelque chose qui est quand même intéressant à savoir manipuler parce que bah, si vous avez un ami qui tout d'un coup fait un œdème de Queen, bah, si vous avez déjà appris à manipuler, ça va éviter d'avoir à lire toute la notice. C'est quelque chose qu'on injecte en intramusculaire. Donc dans les boîtes, il y a toujours deux stylos. Donc vous faites pas attention, vous piquez dans la cuisse, peu importe. N'ayez pas peur de lui faire mal, on s'en fiche. On est dans l'urgence. Donc il faut injecter. Donc vous n'allez pas lui faire, c'est comme pour le massage cardiaque, on s'en fiche de savoir si pendant le massage cardiaque, on va casser une côte. C'est quand même plus important de relancer le cœur et d'éviter que la personne fasse un arrêt cardiaque plutôt que d'éviter de lui casser la côte. Là, c'est pareil, on s'en fiche si on pique mal et s'il y a un bleu, on pique dans la cuisse est une boule de muscle, il n'y a pas de souci. On ne va pas faire de bêtises. Par contre, on peut lui sauver la vie. Donc, on injecte un stylo. Si jamais ça ne suffit pas, on peut, au bout de 5 minutes, réinjecter le deuxième stylo. D'accord? Dans tous les cas, vous avez quelqu'un qui fait un choc anaphylactique, vous appelez de suite le SAMU. Et le SAMU, il vous guidera sur l'injection de l'adrénaline. Voilà, donc ça, c'est quand même important. On n'est pas forcément confronté tous les jours, hein, on sera peut-être jamais confronté à ça, mais si on l'est, ben, c'est quand même important d'en avoir entendu parler. Surtout que c'est très facile à manipuler, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. Donc, solution d'urgence au choc anaphylactique. Quand on part sur quelque chose de un peu moins dramatique, la rhinite allergique, la conjonctivite allergique. Dans les deux cas, on va utiliser un antihistaminique.
L'antihistaminique, c'est par voie orale. Alors, ça peut être des gouttes, ça peut être des comprimés qu'on avale, des comprimés qu'on suce, bon, peu importe. Qu'est-ce qui fait l'antihistaminique? Eh bien, en fait, il va aller se fixer sur les récepteurs de l'histamine. Donc, l'histamine qui est libérée par notre mastocyte qu'on a vu tout à l'heure, elle va aller se fixer sur des récepteurs pour pouvoir induire son action inflammatoire. Donc, si le médicament vient se fixer avant elle, eh bien, elle ne peut plus se fixer, elle ne peut plus agir. D'accord? C'est comme la nicotine pour le tabac, c'est pareil, ça fonctionne que si ça se fixe sur un récepteur. Une fois que le récepteur est saturé par quelque chose, eh ben, le produit en question, il ne peut pas se fixer. Donc, si on sature les récepteurs par un antihistaminique, ben, l'histamine ne pourra pas agir. Donc, ces antihistaminiques, il y a plusieurs générations. On va y retrouver la cétirizine, la desloratadine, les bastines, la loratadine, enfin, il y en a plein, la fexofénaline. Bon, en gros, tout cela, ils sont extrêmement bien tolérés. Ils peuvent entraîner un petit peu de somnolence. Donc, souvent, on vous dit de le prendre le soir. Le Telfast, la fexofénaline, elle n'entraîne pas de somnolence, donc c'est quelque chose qu'on peut prendre aussi dès le matin pour éviter les réactions de somnolence dans la journée. Ensuite, il y a donc que j'ai la rhinite allergique, que je me fasse piquer par une guêpe, que j'ai une conjonctivite allergique avec les yeux comme ça, je prendrai mon antihistaminique. C'est le traitement de base. Après, je peux rajouter des corticoïdes. Si j'ai du mal à respirer, si je le nez complètement congestionné ou qui coule, je vais pouvoir mettre un corticoïde par voie nasale. Je vais pouvoir mettre au niveau cutané, si je me suis fait piquer par une guêpe, de la cortisone. Donc, il existe des choses avec et sans ordonnance. Antihistaminique corticoïde, je peux acheter ça sans ordonnance et je peux avoir une prescription du médecin. Les antihistaminiques sans ordonnance, vous retrouvez exactement les mêmes que ceux avec ordonnance, mais ce sont des boîtes avec beaucoup moins de comprimés et c'est ce qui nous permet de les vendre sans ordonnance. Voilà. Corticoïdes par voie nasale sans ordonnance, il y en a très peu. Il y a le béclométasone en gros. Il n'y a quasiment que celui-là. Et les corticoïdes cutanés, vous allez trouver le cortapésil, l'onctose à l'hydrocortisone, voilà, des choses comme ça. Ensuite, le médecin peut également vous prescrire une désensibilisation. Donc cette désensibilisation, elle va se faire comment? Soit elle va se faire directement au cabinet de l'allergologue, donc ça peut se faire par injection, et ça peut se faire aussi par voie orale. Donc ça, c'est en fait, on va prendre des toutes petites doses de l'allergène de façon répétée et sur très longtemps. Ça peut durer 3 ans, 5 ans la désensibilisation parce que c'est vraiment des toutes petites doses qu'on va donner comme ça petit à petit. Donc, voilà pour en gros la prise en charge médicamenteuse. On a également des possibilités de prendre en charge cette allergie ou ces allergies par voie naturelle. Alors, on va retrouver l'homéopathie, l'aromathérapie, la phytothérapie et il y a également un levier qui est intéressant qui concerne la prise de probiotiques. Je vais vous en dire un mot juste à la fin. Donc, alors là, je ne peux pas vous aborder tout en détail. C'est juste vous dire que voilà, il existe des choses. Donc, l'intérêt de ça, c'est quoi? L'antihistaminique, lui, je vous ai dit, il va agir très rapidement. Le problème, c'est que souvent, il entraîne une somnolence. Donc, si on est allergique, mais que ça va, c'est quand même gérable, on peut attendre le soir
prendre son antihistaminique qui va agir le lendemain. Maintenant, quand les gens arrivent, par exemple, à 9 heures du matin, qu'ils ont les yeux comme ça ou le nez qui coule comme une fontaine et que on leur dit ben ça faudra le prendre ce soir, ça répond pas au problème. Il faut quand même leur proposer des choses qui vont agir rapidement. Donc il existe des complexes qui peuvent mélanger phyto, aroma, homéo, qui vont agir très rapidement. Des fois, c'est sous un quart d'heure, une demi-heure, mais qui n'auront absolument aucun effet sédatif. Et vous prenez votre antihistaminique le soir. Donc, l'homéopathie, alors là, l'homéopathie, vous avez une quantité de souches très importante. Hop, on va changer la slide. Donc, je vous ai mis des exemples. Il y a le pollen, poumon, histamine. L'apis mellifica, ça, c'est ce qu'on prend systématiquement. Alors, je l'ai mis en 9, mais en général, on le met plutôt en 15 d'ailleurs. Quand on se fait piquer par une guêpe. Il y a la sabadilla, le frasia, l'arsenicum. L'homéopathie, c'est voilà, il faut que vous alliez demander conseil parce que on sait que ça concerne effectivement l'allergie, mais on ira choisir la souche en fonction de comment vous vivez votre symptôme. Il y a des gens qui la conjonctivite allergique va se manifester beaucoup plus par les yeux qui pleurent et d'autres ils n'auront pas forcément les yeux qui pleurent énormément, mais des grosses démangeaisons. La rhinite, certains auront le nez complètement bouché, l'autre qui coulera comme une fontaine. Donc, l'homéopathie, les souches vont être vraiment choisies en fonction de comment vous choisissez votre symptôme. D'accord? Et ça, c'est valable dans toutes les problématiques. Pour dormir, ben, on ne vous donnera pas la même souche en homéopathie si, ou pour le stress, si vous avez un stress inhibant, si vous avez un stress qui vous donne la diarrhée, si vous avez un stress qui vous rend hyper émotif. Donc, l'homéopathie, si vous voulez vraiment être traité, que ce soit en prévention ou au niveau de la crise, je pense que ça peut être une bonne idée parce qu'en soins support, ça marche très bien. Mais par contre, il faut vraiment avoir une prise en charge par un homéopathe parce que c'est une thérapeutique qui est très fine et qui est vraiment très personne dépendante parce que ça dépend vraiment de comment le patient vit ses symptômes. Donc ça, voilà, ça peut être intéressant même en complément de traitement médicamenteux. Ensuite, on a l'aromathérapie. Alors, l'aromathérapie, il y a deux huiles essentielles de référence. Vous avez la camomille. Alors, la camomille, vous avez la camomille noble, qui est la camomille romaine, mais vous avez également la matricaire, qui est la camomille allemande. Alors, les deux trouvent leur place dans la prise en charge de l'allergie. Certains seront plus sur la matricaire, d'autres sur la camomille romaine. Donc en gros, bon, vous pouvez faire un petit peu avec les deux. La camomille, en tout cas, elle est hyper intéressante parce qu'elle a un côté apaisant et sur le stress et sur tous les phénomènes inflammatoires, démangeaisons, etc. Et elle a une action principalement antihistaminique. Donc ça, c'est extrêmement important. L'estragon, lui, va être vraiment beaucoup plus sur l'inflammation et la réponse immunitaire. Je vous ai dit, l'allergie, c'est un dérèglement du système immunitaire qui ne reconnaît plus l'allergène comme quelque chose qui en soi n'est pas très grave et donc il s'excite. Donc on va aller calmer ce système immunitaire et on va aller calmer l'inflammation qui est induite par l'histamine et toutes les molécules pro-inflammatoires liées à l'activation des mastocytes. Dans les plantes, vous avez, alors bon là j'ai mis voilà des exemples de recettes entre guillemets. Par exemple, vous pouvez prendre 2 gouttes d'estragon 2 fois par jour. Alors, on ne prend jamais rien en continu 7 jours sur 7, 4 semaines sur 4, 12 mois sur 12. Donc, il faut toujours faire des pauses thérapeutiques, des fenêtres thérapeutiques. Donc là, vous pouvez faire en prévention 5 jours par semaine et vous prenez rien le week-end, ou alors 3 semaines dans le mois et une semaine off. J'attire votre attention vraiment sur tout ce qui est huile essentielle, et ça c'est essentiel pour le coup,
sur le fait de vous faire accompagner. Ne vous lancez jamais dans la prise d'huile essentielle seule. Même si vous avez lu des choses sur Internet, même si vous avez lu des livres, orientez-vous en premier lieu vers des professionnels de santé parce qu'il y a vraiment des contre-indications formelles par rapport à certaines pathologies, par rapport à certains profils. Donc c'est pareil, on a 1 heure, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Donc là, si vous voulez vous traiter en prévention ou la crise avec l'aroma, même si je vous donne des exemples, vous allez à la pharmacie demander conseil. Est-ce que j'ai droit à cette huile? Est-ce que j'ai pris la bonne huile? Comment je l'utilise? Combien j'en prends et est-ce que j'ai pas de contre-indication? Parce qu'il peut y avoir des contre-indications avec des cancers, des antécédents de cancers hormonodépendants, des problèmes d'épilepsie, d'asthme, de choses comme ça. Des problèmes d'âge aussi. Il y a des choses qu'on peut prendre à partir de 3 ans, à partir de 6 ans, pas chez l'enfant. Donc, bon, voilà, ça c'est vraiment une chose à retenir. Donc là, c'est un autre exemple, voilà, de curatif. Alors, j'ai mis 2 par voie orale, mais on peut aussi se passer le mélange au niveau des ailes du nez. Voilà. Mais encore une fois, ne faites pas cette préparation, ne partez pas sur l'utilisation de cette préparation sans avoir consulté un professionnel de santé en amont. La phytothérapie. Alors, la phytothérapie, les plantes principales que vous allez retrouver, ça va être le plantain, le cassis, l'ortie. Donc, le cassis, c'est une plante qu'on trouve en géoméothérapie, donc c'est en utilisant les bourgeons. L'intérêt principal du cassis, ça va être qu'il a une action anti-inflammatoire. Donc, il marche très bien en prévention. Donc, on peut se traiter avec des gouttes de gémothérapie de cassis en prévention. Le plantain, lui, il va agir tantôt sur la prévention, mais également sur la crise. Le plantain, en fait, c'est une plante qu'on trouve très communément dans les champs, dans les montagnes. Et en fait, quand vous faites piquer, vous pouvez, par exemple, vous faites piquer par une ortie, vous pouvez vous frotter la zone concernée avec des feuilles de plantain. Ça calme vraiment bien l'inflammation liée à la plante urticante, par exemple. L'ortie, c'est quelque chose. Alors, on peut utiliser, par exemple, la décoction de feuilles d'ortie, hein, pas la racine, la feuille. Et ça permet, par exemple, si on sait qu'on est allergique, on en prend un petit peu tous les jours, là, en janvier et février. Et en fait, l'ortie, elle est très riche en histamine. Et ça va permettre à votre organisme de s'habituer petit à petit à l'histamine qui va être un peu surlibérée lorsque votre organisme va être en contact avec les allergènes en février, mars, avril, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui est, alors, huile de nigel, mais les hydrolats. Les hydrolats, on retrouve les hydrolats de bleuet, de camomille. Donc, en fait, c'est la partie aqueuse lorsque vous faites l'extraction d'huile essentielle. Vous avez une partie huileuse qui est l'huile essentielle et une partie aqueuse que vous récupérez lorsque vous distillez la plante. Donc, l'eau de bleuet et l'eau de camomille, autrement appelée hydrolat, c'est extrêmement intéressant aussi, extrêmement intéressant en compresse. Quand vous avez les yeux qui sont très gonflés, vous faites des compresses d'eau de bleuet ou d'eau de camomille. Ça a vraiment une action décongestionnante. D'ailleurs, la camomille, ça marche très bien aussi sur les chalazions. Ça vous permet de drainer et de nettoyer. Voilà, voilà. Pile. Donc c'est voilà, c'est un petit peu express. 1 heure, c'est relativement court, mais ça vous permet. J'ai essayé de balayer au maximum ce qui pourrait être intéressant, c'est-à-dire ce qui cause les allergies, pourquoi on est allergique, pourquoi on est allergique à un moment, pourquoi pas à un autre, pourquoi pas avant, pourquoi maintenant, les différentes pathologies, les médicaments, le naturel, voilà de quoi
Essayez de nourrir votre curiosité et peut-être... Ah oui, les probiotiques, merci. Effectivement, j'ai oublié de parler des probiotiques. Donc, en quoi les probiotiques vont être intéressants? Alors, les probiotiques, il en existe une quantité folle. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau intestinal, c'est là que tout va se jouer pour l'immunité, parce que les cellules immunitaires, elles vont arriver à maturité au niveau intestinal. 70 à 80% de la maturité des cellules immunitaires se fait au niveau des intestins. Votre intestin, il a absolument besoin d'une flore en équilibre pour fonctionner comme il faut, pour avoir un transit correct, pour absorber les vitamines, pour absorber les minéraux. Pour tout ça, il faut qu'il y ait une flore de bonne qualité. Dès qu'il y a un déséquilibre qui se crée, qu'il y a une dysbiose ou qu'il y a une inflammation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, plus rien ne se passe comme avant. Et les cellules immunitaires, du coup, vont moins bien vont devenir moins rapidement et de façon moins efficace matures. Et vous allez tomber plus facilement malade. Vous serez plus sujet, je sais pas moi, aux maladies virales et à l'allergie. D'accord? Puisque bah, forcément, on a bien compris que tout se joue au niveau immunitaire. Alors, ce qui est important, pareil, sans rentrer dans les détails, allez demander conseil parce que vous pouvez dire ah non mais c'est bon je prends des probiotiques. Oui effectivement, mais les probiotiques que vous prenez c'est peut-être parce que vous avez pris des antibiotiques et que on veut éviter les mycoses ou la diarrhée. Ben ça va pas du tout vous protéger de l'allergie parce que il y a énormément de souches probiotiques et les probiotiques contre la diarrhée ce sont absolument pas les probiotiques contre l'allergie. D'accord? Donc ça, c'est important. Aller demander conseil, c'est vraiment quelque chose qu'on sait bien faire à la pharmacie maintenant. Et vous serez orienté et conseillé sans problème. Voilà, voilà. Aussi une question qui est revenue assez souvent. Est-ce que les masques FFP2 protègent contre les allergies respiratoires? Alors, oui. Par contre, on respire très mal avec le FFP2. Alors, le FFP2, ça va être très bien. Par exemple, je sais pas, je suis allergique, je vais passer le rotophile dans mon jardin. Oui, je peux mettre un FFP2. Mais il faut absolument pas se promener toute la journée avec un FFP2 c'est pas la solution à l'allergie. C'était la solution au Covid parce que, voilà, il y avait un risque grave. L'allergie, on n'est pas sur cette problématique-là. Donc, il faut essayer de faire. On peut mettre un masque à la limite chirurgical déjà, c'est mieux. Mais le FFP2 toute la journée pour se protéger des allergènes, non. À un moment, ça va. On va clairement le FFP2, il diminue en fait un peu la quantité que vous rentrez et vous retrouvez assez rapidement en hypoxie. Et ça, on l'a bien vu pendant la période du Covid. Et petit à petit, ben, vous respirez moins bien, il y a des migraines, il y a... Donc, non. Super. Ponctuellement, oui, mais tout le temps, non. Bon, merci beaucoup Audrey pour cette intervention. Voilà, je vous remercie tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée.